Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier cours théorique qui va aborder l'hivernage. Alors l'hivernage, qu'est-ce que c'est? Alors l'hivernage pour la colonie, c'est tout d'abord un processus qui va permettre à notre colonie de passer l'hiver dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, il faut que la colonie se prépare. C'est ensuite une étape. Donc l'étape, ça va consister pour la colonie à passer cet hiver dans les meilleures conditions possibles pour ensuite aborder le printemps et mieux redémarrer au printemps. C'est une période qui est pour la colonie une des plus vulnérables aussi, mais ça on va le voir. Pour l'apiculteur, ça on le sait tous quand on a commencé un petit peu l'apiculture, c'est une période de repos qui commence. Alors on peut faire quelques marchés, quelques foires, mais par rapport à la saison apicole, là c'est vraiment pour nous une phase de repos. Mais avant d'arriver à cette phase de repos, c'est aussi l'une des principales étapes de l'apiculture qu'on sous-estime parfois. Et quand on lit certains auteurs qui ont abordé le sujet sur l'apiculture, pour eux la période apicole souvent commence à l'automne. Parce que autant quand on travaille sur nos ruches au printemps, si on fait des erreurs, on peut rattraper ces différentes erreurs. Autant quand on arrive à l'approche de l'hiver, notamment lors de la dernière visite de contrôle, là, ce qu'on fait lors d'une visite de contrôle d'hivernage, on ne pourra plus le rectifier. Et là, on risque de mettre en danger la colonie. Donc il y a tout l'intérêt, c'est d'anticiper cette visite d'hivernage qui aura lieu grosso modo à partir de la mi-octobre. C'est ce que nous allons voir dans notre cours. Alors, la préparation à l'hivernage. Donc nous allons voir dans un premier temps comment la colonie se comporte durant l'hiver. Nous allons voir quelles sont les conditions optimales pour que notre colonie passe le mieux possible cette période un peu difficile pour elle. Et donc quel rôle va avoir l'apiculteur, quel rôle nous jouons-nous pour accompagner au mieux nos colonies et les préparer au mieux. Et ensuite, la seconde partie, nous aborderons la lutte contre le varroa et on va voir que la place du traitement contre le varroa rentre pleinement dans les meilleures conditions d'hivernage. Donc je vous rappellerai quelques petites généralités sur notre varroa. On verra également comment notre varroa se reproduit. Tout ça, on va le voir assez rapidement. On verra quand traiter, quelles sont les périodes optimales pour traiter contre le varroa. Et on verra enfin les différents traitements qu'on peut utiliser dans cette lutte. Alors là, je vous ai présenté une ruche d'icadre. Donc vous avez les cadres qui sont matérialisés en orange. Et au milieu, vous avez ce cercle, cet ovale qui symbolise notre colonie d'abeilles. Il faut savoir que durant l'hiver, plus à l'extérieur il va faire froid, plus les conditions sont difficiles et plus notre colonie va se resserrer, va se regrouper pour former ce qu'on appelle une grappe. Alors au sein de cette grappe, ça c'est habituellement, comme tout le temps, vous allez voir la reine donc, qui se situe au milieu. En périphérie de notre grappe, nous allons voir ce qu'on appelle le manteau. Alors le manteau est constitué d'abeilles, d'ouvrières qui sont serrées les unes contre les autres, vraiment pour former une sorte de paroi hermétique pour protéger tout l'intérieur de la grappe, pour la protéger du froid. Et au cœur de cette grappe, vous avez, on peut avoir encore un petit peu de couvercle, mais c'est là où je trouve le principal de la chaleur. Il faut savoir qu'au sein de la grappe, mais ça on l'avait vu dans les cours précédents, il fait 35 degrés. Et il faut maintenir cette température autour de 30 degrés pour pas que la grappe tombe en température, sinon ça va mettre en danger la colonie. Donc tout l'intérêt de la grappe va être de protéger la colonie du froid. Et pour cela, grâce à ce fameux manteau. Et qu'est-ce qui va se passer au fil des saisons, au fil des semaines? C'est que nos abeilles qui sont sur le manteau, à un moment donné, vont commencer à s'ankyloser. Et du coup, pour se revigorer et reprendre de la chaleur, elles vont intégrer la grappe. Donc il y a un mouvement vers l'intérieur, du manteau vers l'intérieur. Et parallèlement à ça,
les abeilles qui sont à l'intérieur de la grappe, qui ont bien profité, qui se sont bien reconstituées, elles vont sortir de cette grappe pour se mettre en périphérie et remplacer leurs collègues au niveau du manteau. Et vous avez en permanence ce mouvement de va-et-vient qui permet à la grappe de maintenir sa chaleur. Rapidement, je vais vous présenter un petit peu les cadres de miel. Les cadres de miel, c'est ce qu'on appelle les réserves. Donc notre grappe est au milieu. Elle n'occupe plus tout l'intérieur de notre ruche. Et en rive, vous avez des cadres de miel. Ce qui peut arriver, si on n'a pas bien préparé notre colonie à l'hivernage, c'est que vous allez avoir en rive 2 cadres de miel, bien remplis de miel. Entre le cadre de miel et notre grappe, vous allez avoir des cadres qui vont se vider de miel, parce que notre colonie aura mangé ses nourritures. Et au printemps, on va se retrouver avec une colonie qui sera morte. Alors, très souvent, on va voir les abeilles qui sont les têtes plantées dans les cellules, parce que bon, c'est ce qui symbolise, en fait, qui représente, qui nous donne l'information que la colonie est morte de faim. Donc vous allez ouvrir votre ruche, il n'y a plus d'abeilles, vous avez quelques abeilles qui sont tankées dans les cellules, et vous avez en rive vos beaux cadres de miel. Et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la grappe ne s'est pas désolidarisée parce qu'il faisait trop froid, et elle n'est pas allée chercher ces cadres qui sont en rive, et elle est morte de faim. Et ce qu'on va voir, tout l'intérêt, donc, c'est d'éviter de laisser ces cadres pleins de miel en rive, et de les ramener au plus près de la colonie. De la grappe. Alors, l'hiver pour la colonie, c'est vraiment une période un petit peu éprouvante pour elle, parce qu'il faut que le continue à fonctionner avec uniquement tout ce qu'elle a à l'intérieur de la ruche. S'il fait trop froid, les abeilles vont moins aller à l'extérieur. L'hiver, c'est aussi une période où il peut y avoir moins de floraison. Donc, c'est vraiment une période vulnérable, la plus vulnérable possible pour notre colonie. Et donc, comme je viens de vous le dire, la colonie ne peut compter que ce qu'elle a à l'intérieur de sa ruche, de son habitacle. Pour pas bien passer l'hiver, il faut plusieurs conditions. Une des conditions, c'est que notre colonie dispose de réserves suffisantes et accessibles. Alors, qu'est-ce que c'est une réserve suffisante et accessible? Donc, c'est déjà d'hiverner nos colonies sur environ 4 pour une ruche d'Adam, il y a 10 cadres, hiverner nos colonies avec aux alentours de 15 kg de miel. 15 kg de miel, c'est 4 cadres pleins d'Adam, de corps remplis de miel. Il faut savoir que la colonie, elle peut consommer jusqu'à 2,5 kg par mois. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait des réserves suffisantes pour qu'elle puisse passer cet hiver. Si on s'aperçoit de notre visite, si on s'aperçoit que notre colonie n'a pas suffisamment de réserves, on peut pallier à cet inconvénient à la nourrissant. La nourrissant avec du sirop lourd, alors, du sirop lourd à 60 ou 75%, du sirop 50-50, ça fait aussi tout aussi l'affaire. Et ça, il faut le faire suffisamment tôt. Il ne faut pas le faire lors de la dernière visite hivernage au mois d'octobre, parce que là, ce sera trop tard. Il va commencer vraiment à faire froid, et les abeilles pourront consommer éventuellement le sirop, mais jamais elles vont le transformer en miel. L'objectif de ce nourrissement, c'est de permettre aux abeilles de transformer ce sirop en réserve, donc en miel. Suffisamment tôt, mais ça veut dire lors des visites que l'on peut faire durant l'été, notamment au mois d'août, on contrôle les réserves qu'on a dans nos ruches. Et si on s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment de miel de réserve, ben là il faut, et surtout à l'extérieur, on peut commencer au moment, on peut avoir des périodes de sécheresse où il y aura moins de nourriture à l'extérieur. Il faut un petit peu pallier les inconvénients de la nature. Vous nourrissez, et même vous pouvez nourrir très massivement durant cette période. À pas hésiter à mettre jusqu'à 1 ou 2 kg de sucre, de sirop, si c'est nécessaire, pour que vraiment elles reconstituent leur réserve. Et donc savoir anticiper, ça c'est vraiment primordial. Dès le mois d'août, même on peut continuer jusqu'en septembre, mais dès le mois d'août, il faut vraiment pallier cet inconvénient de manque de nourriture. Et il vaut mieux qu'une colonie arrive durant l'hiver avec trop de réserves que pas assez, parce que pas assez, ça risque de poser problème.
Si malgré tout cela, lors de votre visite d'hivernage, vous voyez que les réserves sont un petit peu limites, à ce moment-là, on peut commencer à nourrir avec du candy plutôt qu'avec du sirop. Le sirop, ils ne le consommeront plus. Dès qu'il commence un petit peu à faire froid, dans le nourrisseur, le sirop va se figer et elles ne pourront plus le consommer, il ne va plus être assimilable pour elles. Donc on pallie cet inconvénient en mettant du candy. Et le candy, chez nous, on peut commencer à le mettre dès début novembre. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des peignes de candy. Donc je ne reviens pas sur le candy, c'est des choses qu'on a vues déjà dans les cours précédemment. Donc en résumé, concernant les réserves en nourriture, lors de votre visite d'hivernage, qui aura lieu à la mi-octobre, donc on va rapprocher tous les cadres de réserve de miel qui sont bien remplis au plus près de notre colonie, et surtout on va retirer les cadres qui sont vides ou à moitié vides. Ça ne sert à rien de laisser dans une ruche un cadre de miel qui occupe, on dirait un tiers, même la moitié d'un cadre. Vous les retirez ces cadres-là, ils vont vous servir au printemps, ils vous serviront au printemps. Vous les mettez dans un endroit sécurisé qui soit à l'abri de la fausse teigne, et au printemps ça vous servira vous pouvez utiliser ces cadres pour en ce moment-là pour nourrir notamment. Ce que vous pouvez faire également, et ça c'est plus un point de repère, vous pouvez peser vos ruches lors de votre visite d'hivernage. Alors on pèse grâce à vous, il y a différentes méthodes, essentiellement c'est des pesons avec un crochet, et il y a différentes méthodes également de peser. La plus simple, c'est qu'avec votre peson et votre crochet, vous soulevez légèrement, un demi-centimètre ça suffit, dès que vous soulevez légèrement votre ruche par arrière, et ça va vous donner un poids. Ce poids, grosso modo, c'est la moitié de votre ruche. Donc si vous soulevez, que vous avez votre peson indique 20 kg, ça signifie en gros que votre ruche pèse dans les 40 kg. L'objectif, c'est pas tant de savoir combien pèse votre ruche, parce qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus intervenir. Mais par contre, c'est d'avoir un point de repère. Et une fois, de temps en temps, vous pourrez refaire cette opération de pesage durant tout l'hiver, et vous allez pouvoir évaluer la quantité de nourriture que votre colonie aura consommée. Et du coup, si vous voyez que les réserves commencent vraiment à s'amenuiser parce que les poids ont vraiment chuté, là, à ce moment-là, vous pourrez aussi mettre du candy si vous ne l'avez pas déjà mis dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre. Le candy, vous pouvez le mettre en décembre, en janvier, en février, on peut mettre encore du candy. Pour bien passer l'hiver, notre grappe doit être efficace, c'est-à-dire pouvoir bien fonctionner. Et pour cela, il faut qu'elle soit constituée de suffisamment d'abeilles. Donc, qu'il y ait suffisamment d'abeilles et au calme. Ça, j'entends trop souvent, on voit trop souvent sur les réseaux sociaux, les personnes qui disent « Je suis passé dans mon rucher en plein mois de décembre, j'ai aucune activité, qu'est-ce que je fais ?» Et là, il y a toujours quelqu'un qui va dire, un mauvais conseil, tu t'apportes sur ta ruche, si tu entends un bourdonnement, c'est qu'il y a de l'activité. Surtout à ne pas faire. Laissez vos abeilles être tranquilles durant tout l'hiver. Parce que la grappe, une fois qu'elle s'est constituée, si dehors il fait vraiment froid, si vous, à cause d'un petit appotement, vous entendez ce bourdonnement, ça va dire que votre grappe s'est désolidarisée. Et si la grappe se désolidarise, s'il fait vraiment trop froid, elle ne se resolidarisera pas. Et là, vous risquez de faire mourir vos abeilles de froid. Alors, des abeilles nombreuses. Ça, c'est pareil, c'est comme le nourrissement, ça s'anticipe. Et c'est lors de nos visites durant l'été, à partir du mois d'août, qu'on va contrôler notre couvaine. Alors ça, je l'ai déjà dit, on l'a déjà abordé dans d'autres cours. L'observation du couvaine nous en dit beaucoup. Nous en dit sur la qualité de notre reine, nous en dit sur les maladies que peut être donc notre colonie peut être victime, mais ça nous dit également donc éventuellement le nombre d'abeilles qui vont pouvoir être produites. Donc au mois d'août, votre colonie d'abeilles doit disposer d'environ 3 à 5 cadres de couvain. En dessous de 3 cadres de couvain, ça signifie que votre colonie n'aura pas suffisamment d'abeilles en production pour aborder l'hiver. Et là, vous allez vous retrouver avec une petite colonie d'abeilles qui risque de ne pas pouvoir passer l'hiver. Donc 3 à 5 cadres de couvain. 5 cadres de couvain, c'est parfait. 3 cadres, c'est limite, mais ça peut encore suffire.
Donc, si vous n'avez pas suffisamment de cadres de couvain durant cette période, donc je dis du mois d'août jusqu'au mois de septembre, c'est encore faisable, il ne faut pas hésiter à faire, si vous voyez qu'il y a trop de réserves, mais que la reine du coup n'a pas assez de place pour pondre, il ne faut pas hésiter à faire de la place à la reine. Alors, comment on fait de la place à la reine pour pondre durant cette période-là? On n'insère surtout pas des cadres gaufrés. À partir du mois d'août, les abeilles ne tireront plus les cires, et si vous mettez un cadre gaufré entre votre couvain et vos réserves, vous aggravez la situation, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas construire et le couvain va se réduire comme un pot de chagrin. On met des cadres bâtis. Si vous n'avez pas de cadre bâti, vous pouvez prendre un cadre sur lequel vous avez du miel, alors pas les beaux cadres de miel, mais ceux qui commencent encore, sur lesquels il y a encore un peu de place, et avec une fourchette, ou même ça peut se faire avec votre lève-cadre, vous griffez tous les cadres qui sont operculés pour libérer le miel. Et c'est que ce miel-là, les abeilles vont le consommer, elles ne vont pas le restocker. Donc ça va permettre, en consommant le miel, elles vont pouvoir faire de la place à la reine, et la reine va se remettre à pondre. En plus, vous allez stimuler sa ponte parce que vous lui donnez du miel frais, et la reine, pour elle, c'est un signal pour relancer sa ponte. Et ça, vous pouvez le recontrôler au bout de 15 jours. Vous voyez, après avoir fait le griffage de vos cadres, si justement la reine a investi ses cadres griffés. Autre solution pour stimuler la ponte de la reine, vous pourrez nourrir au sirop 50-50 à cette période, ça peut avoir un effet sur sa ponte. Tout ça à contrôler dans les semaines qui suivent, hein, évidemment. Vous pouvez également apporter du couvain, et ça on peut le faire tout au long de l'année, et en cette période c'est encore faisable. Si vous avez dans une colonie, vous avez 5-6 cadres de couvain, et sur l'autre vous n'avez que 3 cadres de couvain, vous pouvez prendre 1 ou 2 cadres de couvain d'une ruche, et la mettre dans notre colonie. Vous pouvez l'amener, vous intégrez votre cadre de couvain avec ces abeilles, en principe il n'y a aucun problème, elles ne vont pas agresser votre reine, et ça va permettre justement d'avoir un peu plus de couvain dans votre colonie. Autre solution, vous pouvez réunir des colonies faibles. Alors ça c'est un peu un sujet, surtout en cette période, en fin de période estivale, l'apiculture a ça de différent avec l'arithmétique, c'est qu'en arithmétique, 1 plus 1 ça fait toujours 2. En principe ça fait 2. En apiculture, 1 plus 1 ne fait pas forcément 2. Je m'explique. Si vous réunissez 2 petites colonies au mois d'août, il est rare que ces 2 petites colonies vous donnent une grosse colonie. Donc si vous avez vraiment des colonies qui sont très faibles et que vous ne pouvez pas les réunir à une colonie qui est un peu plus forte, à la limite, vous vaut mieux la mettre dans une ruchette, voir si elle passe l'hiver, plutôt que de la réunir à une autre, parce que ça ne fera rien du tout. Donc quand on réunit toujours avec au moins une colonie qui est moyenne. Ça peut lui permettre de faire un apport d'abeilles, mais évitez de réunir 2 petites colonies, ça ne donnera jamais rien. Pour que votre grappe soit efficace, ça on a commencé un petit peu à le voir tout à l'heure, il faut que le volume de votre ruche soit adapté au volume de votre colonie. Donc un volume de ruche adapté. L'autre de ça, c'est une opération que vous allez faire lors de votre visite d'hivernage. Donc on l'a dit, lors de la visite d'hivernage, on va retirer tous les cadres vides ou qui sont partiellement remplis. Vous les retirez ces cadres-là et vous resserrez tout. Vous rassemblez tous les cadres que vous avez, vous les rassemblez du côté le plus chaud de votre ruche. Ça c'est à vous de voir ça peut être le côté droit, ça peut être le côté gauche. Ça vous voyez un petit peu en fonction de la position de la ruche par rapport au soleil, l'ensoleillement, lequel est le plus chaud. Donc vous rassemblez tout du côté le plus chaud et vous rajoutez 1 ou 2 partitions. Il y a des apiculteurs, moi aussi, ça peut m'arriver, en fonction du volume de la colonie, plutôt que de la mettre dans une ruchette, des fois, il est intéressant de mettre 2 partitions. Donc, de chaque côté de votre colonie, vous allez mettre au moins une partition, ou alors 2 partitions. Alors les partitions, on l'a vu, c'est un sujet qu'on a un petit peu abordé lors du premier cours sur le matériel. Voilà les partitions qui sont actuellement les plus recommandées. Il vaut mieux utiliser ce genre de partitions
qui ont une protection, qui ont ce revêtement aluminium, qui est en fait un réfléchisseur thermique, de chaleur, qui sont idéales. Alors soit vous les faites en utilisant, c'est du film aluminium qui est utilisé notamment pour les portes de garage, soit vous les achetez, c'est pas très cher, mais c'est vraiment des partitions que je vous recommande parce que c'est les meilleures en ce moment dont on peut disposer. Ce que vous pouvez faire également, et là ça devient optionnel, hein, après c'est à vous de voir, c'est pas tous les apiculteurs qui le font, c'est poser des portes au niveau du trou de vol, si vous ne les avez pas mises. Voilà, ça peut réduire le passage du froid, surtout si vous êtes dans des zones dans lesquelles il peut y avoir un froid un peu vigoureux, dans le nord de PACA par exemple, ou en moyenne montagne, ça peut être intéressant. Si vous posez des portes Nico, notamment ces fameuses portes Nico vertes qui réduisent vraiment considérablement l'entrée, il ne faut pas oublier que ces portes vont empêcher il ne faut pas oublier que ces portes vont empêcher le passage notamment des mâles. Donc au printemps, il faut anticiper, dès que vous avez commencé à avoir des mâles, il ne faut pas attendre, vous retirez ces portes. Autre option, à cause des tiroirs. Donc si vous avez des planchers, notamment les fameux planchers Nico complètement aérés, l'hiver, en fonction là aussi de l'emplacement de votre rucher, vous pouvez mettre des tiroirs qui vont éviter justement de remontée d'humidité, mais protéger préserver la colonie du froid. Donc tout ça, ça reste optionnel, hein, parce qu'on a si vous prenez nos abeilles qui sont au rucher école, nos colonies au rucher école, l'hiver on ne met pas les portières, on ne met pas les tiroirs. Par contre, moi qui suis un peu plus dans un pays dans lequel il fait un peu plus froid, moi l'hiver je mets les portières et je mets les tiroirs. Donc après, voilà, c'est à vous d'évaluer qu'est-ce que vous pensez le mieux pour vos abeilles. Alors ensuite, une fois que notre colonie d'abeilles a bien passé l'hiver, maintenant il va falloir qu'elle puisse bien redémarrer au printemps. Et là, le redémarrage de printemps, en fait, il va reposer sur une reine vigoureuse. C'est la reine qui, par la relance de la ponte, qui va permettre à notre population de redémarrer. Ça, on l'avait vu également dans un cours précédent. Vous savez que durant la pleine période apicole, à partir du pic, c'est quasiment au mois de juin, notre colonie d'abeilles atteint à peu près entre 50, ça peut aller jusqu'à 80 000 abeilles. Puis, la population va décliner. Et durant l'hiver, votre colonie d'abeilles va vivre avec autour de 20 000 abeilles. Au printemps, il faut que tout ça se soit relancé par la ponte de la reine. Et pour ça, donc, il faut avoir une reine qui soit dans les conditions optimales pour bien relancer sa ponte. Alors quand je dis reine vigoureuse, c'est du point de vue donc, de sa fécondité, hein, sa capacité à pondre. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui s'anticipe. Je vous rappelle quand même que durant toute cette période-là, à peu près du mois d'août jusqu'au mois de février-mars, on n'aura plus de mâles dans nos ruches. Donc ça signifie que toute disparition de reine va entraîner systématiquement la mort de votre colonie, parce que même si votre colonie elle produit une nouvelle reine, cette nouvelle reine qui va naître dans ce période-là ne pourra pas se faire féconder, vous allez avoir une reine qui va devenir bourdonneuse, qui ne va vous faire que des mâles. Donc tout l'intérêt de connaître un petit peu l'âge de nos reines, savoir un petit peu. Alors on dit toujours que les reines peuvent vivre jusqu'à 6 ans, on a vu que c'est beaucoup plus réduit. Il faut savoir que la reine est la plus active possible durant sa 2e année. À partir de la 2e année, la ponte de la reine peut diminuer plus ou moins rapidement. Donc ça c'est... Toutes les reines ne se ressemblent pas forcément. Hein. Donc vous avez des reines qui, dès la 3e année, sont beaucoup moins fertiles, d'autres que vous pouvez garder jusqu'à 3-4 ans. Et ça, vous l'observez au printemps. C'est au printemps que vous allez pouvoir voir vraiment évaluer la capacité de votre reine à pondre. Si vous voyez au début du printemps, là où il y a vraiment les fortes mielées, surtout en plus si vous avez plusieurs colonies. Vous voyez que dans d'autres colonies, il y a du beau couvain qui est en train d'apparaître, vous avez des ruches qui sont sur 3, 4, 5, 6 cadres, voire 7 cadres de couvain. Et qu'à côté, vous avez une colonie qui traîne un petit peu la patte, une reine qui reste sur 2, 3 cadres de couvain. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là d'envisager de supprimer votre reine, de la remplacer. Donc si vous ne le faites pas,
et c'est ce que moi au début je faisais, je répugnais à éliminer mes reines. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque que ce soit la colonie qui prenne la décision de remplacer sa reine. Et si la colonie décide de remplacer sa reine durant l'été ou à partir du mois d'août, ben là vous allez à la perte de votre colonie parce que vous prenez le risque que votre reine ne se fasse pas féconder par des mâles. Alors, voilà, donc ça je viens de le dire. Donc la période idéale pour évaluer la capacité de votre reine à pondre, c'est au printemps que ça se fait. Et pas au mois d'octobre, là ça sera terminé. À part que vous pouvez toujours au mois d'octobre. Par contre, ce qui est faisable, oui, effectivement, c'est d'introduire une nouvelle reine. Vous achetez des reines et vous pouvez remplacer votre reine. On est dans la bonne période en ce moment. En ce moment, à partir de septembre, c'est là où on peut vraiment changer nos reines. Donc vous éliminez votre vieille reine, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, on pourra voir ça au Rocher École, et vous la remplacez par une nouvelle reine. Donc une reine vigoureuse et aussi pour un bon redémarrage des abeilles saines. Et ça c'est ce qu'on va voir dans la lutte contre le varroa. Alors quelques généralités très rapidement, parce que c'est des sujets qu'on a un peu déjà abordé, notamment dans notre cours sur les maladies. Le varroa, qu'est-ce que c'est? Le varroa, je vous le rappelle, c'est un acarien qui est originaire d'Asie et qui était découvert, c'est pas forcément le bon terme, parce qu'il n'est pas apparu comme ça spontanément en France, c'est les apiculteurs qui l'ont introduit en introduisant notamment des reines. Donc ce varroa, il est apparu en France dans les années 80 et il s'est répandu maintenant au niveau de toute la planète et on retrouve des varrois sur tout le globe. Donc c'est un parasite de l'abeille et que l'abeille soit adulte, larvaire ou une nymphe. Et son principal vecteur, c'est le faux bourdon. C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Les faux bourdons, eux, ne sont pas affectés à telle ou telle ruche. Le matin, ils quittent leur ruche, ils vont se rendre dans une congrégation de bourdons, des rassemblements de bourdons, et à la fin de l'après-midi, cette congrégation se sépare, et nos bourdons vont se répartir dans les ruchers alentour, et c'est comme ça que d'un rucher à un autre, le varroa peut être transmis. Notre varroa, il a deux phases de vie. Et ça, c'est un terme que vous entendrez souvent. Il a une phase phorétique, souvent vous entendrez varroa phorétique. Qu'est-ce que c'est qu'un varroa phorétique? C'est un varroa qui vit sur notre abeille adulte. Donc c'est un varroa que vous pouvez voir sur les abeilles quand elles se déplacent sur les cadres. Des fois, on peut voir un varroa sur une abeille. Donc, quand on commence à avoir des varrois sur nos abeilles, c'est qu'il est temps de traiter parce que là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de varrois. Parce qu'en fait, ce varroa phorétique, cette population de varroa phorétique ne représente qu'un tiers de la population globale de notre varroa. L'essentiel de notre varroa, on ne le voit pas, il se situe dans le couvain. Et dans le couvain fermé. Voilà. Dans ce couvain fermé, donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, dès que notre larve se transforme en nymphe, donc il y a un stade pré-nymphal, ce stade pré-nymphal, notre femelle varroa va se laisser glisser dans la cellule, et une fois que la cellule est fermée, notre larve est en train de se transformer en nymphe. Dès que la cellule est fermée, donc operculée, à l'intérieur, notre femelle varroa va commencer à pondre. Elle pond un premier œuf qui sera un mâle. Et ensuite, elle va pondre un œuf toutes les 30 heures en moyenne. Et on a évalué que durant un cycle de couvain de femelles, d'ouvrières abeilles, notre femelle varroa peut pondre jusqu'à 8 œufs. À l'intérieur, pendant que les petits varrois sont en train de naître, dès qu'une femelle varroa naît, elle va s'accoupler avec son petit frère. Donc tout leur accouplement se situe à l'intérieur de notre cellule operculée. Et dès que notre cellule va s'ouvrir, pour libérer notre jeune abeille qui sort, bien vous avez toute cette population de varrois, cette nouvelle famille de varrois qui sort également avec l'imago de l'abeille. Donc vous voyez que c'est vraiment une augmentation qui peut être très importante et exponentielle. À un cycle de couvain, vous pouvez multiplier votre population de varrois par 4, 5 ou 6. La préférence des abeilles, des femelles varrois, elle va vers le couvain de mâle. Pourquoi? Tout bonnement parce que le couvain de mâle a un cycle de développement plus long que notre cycle de couvain de femelles. Donc il y a 3-4 jours supplémentaires. Donc ça signifie que pendant ces 3-4 jours supplémentaires, eh bien, notre abeille, notre femelle varroa va pouvoir pondre un peu plus d'œufs.
Et vous allez vous retrouver avec encore plus de femelles fécondées qui vont de nouveau pouvoir investir d'autres cellules de mâles. On y reviendra sur les cellules de mâles, donc ça peut être une lutte contre le varroa. Alors là, je vous ai reproduit un graphique qui vous montre une population d'abeilles, l'évolution d'une population d'abeilles sur une année, avec au printemps, donc ça démarre grosso modo avec 20 000 abeilles pour atteindre un pic qui va se situer, à la fin des millets, et c'est toujours à peu près autour du mois de juin. En parallèle de cette population d'abeilles, je vous ai représenté l'évolution d'une population de varroa si rien ne se passe, s'il n'y a qu'un traitement. Donc durant toute une période de l'année, à partir du printemps, votre population de varroa est suffisamment basse pour que notre colonie d'abeilles puisse le gérer. Donc vous avez cette marge qui reste encore suffisamment importante. Le varroa évolue, la population d'abeilles augmente également, et là en principe il n'y a pas de problème au niveau de notre colonie, tout se passe à peu près bien. Le souci va se passer ici, à la fin des millets. À la fin des millets, vous allez avoir votre population d'abeilles qui va commencer à décroître, fortement, alors que notre population de varroa, elle, va atteindre son pic un peu plus tard. Et là, vous allez avoir cette frange-là. Donc, si rien n'est fait si vous ne faites aucun traitement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la pression de varroa est trop importante, et ce qui va avoir comme incidence de faire chuter votre population d'abeilles, voire vous pouvez avoir un effondrement très brutal. Et vous pouvez avoir, même à la fin de l'été, si la pression a trop été importante, du jour au lendemain, vous avez des colonies qui disparaissent entièrement parce que tout va s'effondrer. Donc tout l'objectif, tout l'intérêt, donc ça va être de traiter pour faire chuter notre pression de varroa. Donc là vous avez une courbe de varroa avec traitement. Voilà, donc quand traiter, la période idéale de traiter, c'est durant cette période-là. Il faut éviter donc que votre varroa prenne le dessus sur notre population d'abeilles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que là, c'est le début vraiment des traitements les plus importants de l'année. Mais tout au long de l'année, on peut également traiter. Ce qu'on va voir, même au printemps, durant cette période-là, il y a toujours possibilité d'effectuer des traitements si on considère que la pression de varroa est trop importante. C'est ce que nous allons voir. Donc l'objectif, c'est de maîtriser notre pression de varroa. Alors, au printemps, si vous voyez qu'il y a trop de varroa dans vos ruches, vous pouvez traiter entre 2 millets. On ne traite jamais avec des hausses. Dès que vous avez des hausses sur les ruches, il n'est pas question de traiter. Par contre, entre 2 millets, vous avez retiré vos hausses. Là, si vous pensez qu'il y a un peu trop de varroa dans vos ruches, vous pouvez traiter. Alors, comment contrôler cette fameuse pression de varroa? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a différentes méthodes pour compter ces varrois. La plus simple, vraiment la plus simple, c'est la chute naturelle des varrois qui s'effectue sur une période de 7 jours, durant une semaine, grosso modo. Donc, ce que vous faites, vous placez sous vos ruches, si vous avez des plateaux grillagés, vous mettez un tiroir sur lequel vous avez posé, vous avez badigeonné de matière grasse, et les varrois vont tomber naturellement. Les varrois qui vont rester englués par votre graisse, et au bout de 7 jours, d'une semaine, vous retirez vos tiroirs et vous comptez vos varrois que vous avez. Alors, si on est en plein hiver, si vous faites ce comptage-là, vous ne devez pas avoir sur une semaine plus de 7 varrois. Grosso modo, un varroa par jour qui tombe, dans cette période-là, sur 24 heures, donc sur une semaine, ça fait 7 varrois. Au-delà de 7 varrois, c'est que la pression de varroa est trop importante. Au printemps, donc, on peut aller jusqu'à 2 varrois par jour, ce qui fait 14 varrois par semaine. Et en pleine période apicole, on peut aller jusqu'à une vingtaine de varrois par semaine. C'est encore pas si grave là. Au-delà, on envisage un traitement. Par contre, donc là, c'est les traitements, je veux dire, optionnels. Par contre, quoi qu'il en soit, quel que soit le nombre de varrois que vous avez, il est impératif de traiter dès la fin des récoltes. Donc si vous récoltez au mois d'août, dès la mi-août, on effectue un traitement. Et on va voir, ce n'est pas un traitement, mais c'est même 2 traitements. Vous pouvez faire une récolte un peu plus tardive, au mois de septembre, par exemple, si vous voulez du miel d'automne. Donc c'est encore possible, mais voilà, il ne faut pas attendre au-delà du mois de septembre, il faut vraiment envisager ce traitement.
Et comme je viens de vous le dire, c'est un traitement, voire 2 traitements. Aujourd'hui, les recommandations sanitaires, c'est d'effectuer 2 traitements pour chaque colonie durant l'hiver. Ça veut dire que vous pouvez faire des traitements durant toute l'année, plus ces 2 traitements principaux durant l'hiver. Et durant l'hiver, de maintenant, on va voir que les traitements peuvent se faire jusqu'au mois de décembre-janvier. Alors, ce sont quoi ces traitements? Il y a différents médicaments qu'on peut avoir disponibles sur le marché. Alors vous avez les traitements qui sont dits chimiques, alors après ils sont tous plus ou moins chimiques. Mais vraiment là, si vous avez des molécules synthétiques, vous avez deux médicaments principaux, l'apistan. Il faut savoir que l'apistan a été utilisé dès l'apparition du varroa dans les années 80. Il a eu une efficacité très importante, donc il faisait vraiment chuter les varrois. Par contre, à partir des années 90, il y a eu une résistance. Le varroa s'est accoutumé à la molécule et l'apistan n'a plus été efficace. Donc on a arrêté l'apistan et on l'a remplacé par l'apivar. Et on réutilise l'apistan pour éviter justement que des résistances se développent avec l'apivar. On réutilise l'apistan périodiquement. Grosso modo, c'est tous les 5 ans. L'année passée, on a traité toute une ruche avec l'apistan et cette année, par contre, c'est l'apivar. Leur efficacité de traitement, c'est aujourd'hui les traitements les plus efficaces. Vous voyez, si vous avez des efficacités qui atteignent quasiment les 98% dans de bonnes conditions, c'est les plus efficaces pour traiter nos ruches. Autre traitement dit alternatif, donc là vous avez l'acide formique qui est sous forme liquide et le médicament qui est à base d'acide formique, c'est le MAQS avec une efficacité qui est quand même moindre et qui est autour de 88%. Vous avez également le thymol. Le thymol, c'est des cristaux qu'on utilise, avec trois médicaments qui sont proposés sur le marché. Vous avez l'Apiquar, l'Apilife VAR et le Thymovar, avec une efficacité qui est quand même inférieure à l'acide formique. Autre traitement alternatif, l'acide oxalique, avec le médicament qui a été mis sur le marché il y a 2-3 ans, qui est l'apibioxal, et qui par rapport aux autres, c'est celui qui a le plus d'efficacité. Il faut savoir que l'acide oxalique, elle, on arrive à ce taux d'efficacité de 90 à 95% que lorsque dans nos ruches, il n'y a plus de varroa. Il n'y a plus de couvain. Si vous avez encore du couvain, beaucoup de couvain, par contre, l'efficacité va chuter jusqu'aux alentours de 50%. Donc on traite, vous pouvez traiter à l'acide oxalique que durant les périodes où il y a le moins de couvain possible, on va dire. Autre médicament, le Varomède. Alors lui, c'est un médicament un petit peu passe-partout parce qu'on peut l'utiliser vraiment toute l'année, qui est très facile d'utilisation, qui est un mélange d'acide formique et d'acide oxalique, qui a une efficacité relativement importante. L'inconvénient du Varomède, c'est que c'est un médicament qu'on trouve en pharmacie et qui est relativement cher. C'est le bouteille tourne autour des 20, entre 20 et 30 euros le flacon. Et c'est un liquide, hein, c'est par liquide, donc par dégouttement, on traite à un intercadre. Et ça, vous pouvez utiliser le Varomède tout au long de l'année, alors toujours quand il n'y a pas de hausse, hein, évidemment. Autre type de traitement, les traitements dits mécaniques. Donc vous avez les fonds grillagés, comme je l'ai dit tout à l'heure, le varroa tombe naturellement. Si vous avez des fonds pleins, votre varroa va remonter dans la colonie. Si vous avez des fonds de grillagés, le varroa va passer à travers, va tomber par terre, il ne remontera pas dans la ruche. Bon, c'est une efficacité qui est quand même relative, mais bon, c'est toujours ça de prix. Autre traitement mécanique, et qui là par contre peut avoir une efficacité un peu plus importante, c'est la destruction des couvains de mâles. Vous l'avez dit, les femelles varrois, par prédilection, vont s'introduire dans les couvains de mâles. Et il y a des méthodes de lutte contre le varroa qui consistent à introduire des cadres, le couvain de mâle, donc avec des cellules qui ont une forme un peu plus grande, hein, dans laquelle la reine va pondre. Et ces cadres-là, vous les retirez, vous pouvez aussi baisser la chute de varroa. C'est alternatif, hein, ce n'est pas les traitements principaux. Autre traitement alternatif, et qui est un peu plus efficace quand même que les deux autres, c'est l'arrêt de la ponte provoquée. Donc si dans votre ruche, durant pratiquement un mois, vous n'avez plus de ponte, votre population de varroa va mécaniquement chuter,
parce que le varroa ne peut plus se reproduire puisqu'il n'y a plus de couvain. Alors ça, vous rencontrez cette situation quand vous faites des divisions. Au printemps, vous divisez et vous repartez avec une colonie qui va élever une nouvelle reine. Et le temps que la reine naisse et se mette à pondre, vous avez une période de non-couvain, et là vous avez une chute naturelle du varroa. Vous pouvez aussi provoquer cet arrêt de ponte en encageant vos reines. Il y a des petites cages qui sont disponibles sur le marché et qui vous permettent donc d'encager votre reine. La reine est toujours en activité, toujours en lien avec les nourrices qui peuvent la nourrir, et par contre du coup elle ne peut plus pondre. Et durant toute cette période où la ponte s'arrête, vous allez avoir une chute du varroa, naturel du varroa, puisque le varroa ne se reproduit plus. Si en plus de ça, vous faites un traitement contre le varroa, et notamment un traitement avec l'acide oxalique que vous pouvez faire même en pleine saison, mais là vous allez avoir une chute drastique du varroa. C'est un des traitements les plus efficaces, et notamment qui peut être utilisé si vous êtes en bio. Alors maintenant, je vais plus me focaliser sur les deux traitements hivernaux qui sont les plus recommandés, donc l'apivart et le traitement à l'acide oxalique. Alors, l'apivart et l'apistan, ce sont des molécules qui sont des molécules actives et toxiques. Alors tous ces médicaments, oui, sont tous toxiques. Donc quand vous utilisez ces médicaments-là, que ce soit l'acide formique, oxalique et même pour la mitrase, pour l'apivart, vous utilisez des protections, donc des gants, un masque et ainsi de suite. L'apivart, la molécule active, c'est la mitrase. La mitrase, c'est une molécule que vous pouvez retrouver si vous avez des animaux domestiques, des chiens et des chats, et que vous leur mettez des colliers anti-puces, anti-parasites. Souvent dans ces colliers-là, vous avez cette fameuse molécule qui est la mitrase. L'apistan, sa molécule, c'est le thofluvalinate. Et tous les deux, ces deux molécules, ce sont des neurotoxiques donc, qui induisent la mort des varrois. On constate cette mort des varrois, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas décrypté le mécanisme qui induisait cette mort. On ne sait pas trop sur quoi ces molécules agissent pour faire tomber nos varrois naturellement. Ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas d'incidence sur nos abeilles. Il n'y a pas de mortalité d'abeilles quand on utilise dans de bonnes conditions ces molécules. Par contre, le varroa, lui, il va en être victime. Ces deux molécules, elles sont contenues sur des lanières plastiques, donc qui ont des formes un petit peu rectangulaires, et qu'on va insérer à l'intérieur de notre colonie. Je vais vous montrer comment on insère alors avant je vais plutôt vous parler de la réglementation, après je vous montrerai comment on insère ces colonies, ces lanières. Au niveau de la réglementation, l'apivart est délivré sous ordonnance. Donc c'est une ordonnance qui est en principe faite par un vétérinaire, alors que l'apistan, lui, n'a pas besoin d'ordonnance. Vous pouvez vous procurer ces médicaments directement en pharmacie sans forcément passer par la case ordonnance. Alors en pharmacie, l'inconvénient de la pharmacie, c'est que vous allez payer le prix fort ces médicaments. Et ce qui est recommandé, c'est de les prendre auprès de votre GDSA. Là, vous pouvez vous procurer ces médicaments-là à des prix qui sont grosso modo la moitié du tarif que vous trouvez en pharmacie. Donc on se procure nos médicaments auprès d'un GDSA. Le GDSA, c'est le complément de défense sanitaire apicole, on l'a déjà vu dans les cours précédents. Et chaque année, chaque GDSA, ils se réunissent au niveau de la région en principe, ils vont définir un PSE, le plan sanitaire d'élevage. Et c'est eux qui vont définir quelles molécules on utilise. C'est comme ça que l'année passée, la recommandation c'était l'apistan, cette année c'est l'apivart. Pourquoi vous procurez donc vos molécules auprès du GDSA? Évidemment, il faut adhérer au GDSA. Et ça, cette adhésion, il faut savoir qu'il faut la faire, si on veut avoir ces médicaments-là, il faut adhérer avant, en tout cas pour le GDSA des Bouches-du-Rhône 13, avant le mois de février. Pour le GDSA du Vaucluse, à 84, les commandes de médicaments se font à partir du mois d'avril, mars-avril, donc vous pouvez retarder votre adhésion. Par contre, si vous êtes sur les Bouches-du-Rhône, vous adhérez dès le mois de janvier au GDSA, sinon vous ne pouvez pas vous commander vos médicaments. Pour adhérer à un GDSA, il faut au préalable avoir fait une déclaration d'origine. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un cours précédent. Si vous n'avez pas de colonies durant l'hiver, mais que vous envisagez d'acheter des colonies au printemps, vous savez qu'au printemps, vous allez avoir 2-3 colonies. Ce que vous pouvez faire, vous déclarez dès maintenant, parce qu'il faut savoir que dès du 1er septembre
jusqu'au 31 décembre, là on est en pleine période, du 1er septembre au 31 décembre, on est dans la période légale des déclarations de ruches. Tous les ans, on doit déclarer une ruche. Donc si vous n'avez pas de ruche, vous faites quand même cette déclaration, je vous conseille de la faire. Ça n'a aucune incidence sur vos impôts, vous n'allez rien payer, c'est très rapide. Donc vous déclarez vos 4 ruches et avec cette déclaration, vous pouvez adhérer à votre GDSA. Sinon, si vous avez des ruches toute l'année, évidemment, vous devez le savoir, vous adhérez vous déclarez vos ruches et avec votre récépissé, vous allez pouvoir adhérer au GDSA. Maintenant, comment appliquer notre APIVA et notre APISTAN? Alors, à la différence d'autres traitements, ces médicaments-là, on les utilise qu'une seule fois par an et on les utilise maintenant. Donc, dès la fin de l'été, grosso modo, c'est à la mi-août, on traite avec l'APISTAN ou l'APIVA, le plus tôt possible. En absence de hausse, ça c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler, on ne fait aucun traitement dès l'instant que l'on a des hausses. Que l'on soit en DADAN, que l'on soit en Anstro. L'Anstro, si vous avez rajouté des corps, vous ne le traitez pas. À moins que vous souhaitez laisser vos corses ou vos hausses tout l'hiver, mais sinon si c'est des hausses pour récolter du miel, vous ne le traitez pas. Vous allez mettre 2 lanières par ruche et 1 lanière si votre colonie est en ruchette. Alors, la position de ces lanières à l'intérieur de votre colonie, en ce qui concerne l'APIVAR, on insère les lanières au cœur du couvain, au centre du couvain. Donc, toujours espacé d'un ou 2 cadres. Donc là, je vous ai montré, c'est une photo que j'ai prise sur une de mes colonies. Donc, vous avez matérialisé par le cercle rouge la position du couvain. Et là, vous avez vos 2 lanières. Là, c'est 2 lanières APIVAR. Donc, c'est une photo qui a 2 ans. Il y a un petit orifice en haut de la lanière, ça permet de bien insérer la lanière complètement et vous maintenez votre lanière. Moi j'utilise des cure-dents, c'est très pratique si vous mettez une petite paillette ou autre. Voilà, donc vous mettez vos 2 lanières espacées de 2 cadres au cœur du couvain. Voilà ce que ça donne au niveau de là vous avez une colonie qui est sur 12 cadres. Le couvain est au milieu de la colonie et vous centrez vos lanières au cœur du couvain. Si par hasard, sur votre colonie d'abeilles, le couvain est légèrement décalé, mais vous décalez la position de vos lanières en fonction de la position du couvain, évidemment. En ce qui concerne l'APISTAN, par contre, on n'insère pas les lanières en fonction de la position du couvain, mais par contre, on insère les lanières par rapport à l'occupation de la colonie au niveau des cadres. Donc, si votre colonie occupe les 10 cadres, vous allez mettre vos lanières entre le 3e et le 4e cadre et entre le 7e et le 8e cadre. La durée du traitement. En ce qui concerne l'APIVAR, la durée de traitement va être entre 10 et 12 semaines. 12 semaines, c'est le grand maximum. Et en ce qui concerne l'APISTAN, c'est entre 6 et 8 semaines. Vous ne dépassez pas cette durée. J'ai déjà, moi, eu l'occasion, quand je suis allé visiter des ruches pour appeler par un adhérent, de voir qu'au mois de février, lors de la visite de février-mars, lors de la visite de printemps, on ouvre la ruche et il y a encore les lanières à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer si vous laissez trop longtemps? Si vous dépassez cette période, vous prenez le risque de développer des résistances. Et l'effet escompté va être l'inverse, c'est-à-dire que ça va être pire que le médicament. Si vous laissez dépasser cette semaine, vous développez des résistances et votre varroa va être plus résistant, va être plus sensible à votre molécule. Donc 12 semaines, c'est le grand maximum. Alors, 12 semaines, si vous traitez au mois de septembre, ça va vous mener grosso modo jusqu'à novembre, décembre. Vous anticipez, vous regardez sur votre calendrier la période où vous devez lever vos lanières, vous suivez la météo, et dès que vous avez une météo favorable, un petit peu clémente, vous ouvrez vos ruches et vous retirez vos lanières. En mi-parcours, par contre, ce qui est intéressant de faire, et ça vous pouvez le faire lorsque vous allez faire votre visite d'hivernage, notamment au mois d'octobre, vous pouvez le faire légèrement avant, vous contrôlez à la fois l'état de vos lanières, parce que certaines colonies peuvent avoir tendance à propoliser les lanières. Donc quand vous retirez vos lanières, vous voyez qu'elles sont un peu propolisées, vous grattez et vous les repositionnez.
Si le couvain, c'est pareil, notamment avec la pivare, si le couvain s'est déplacé, bien vous déplacez d'autant vos lames. Alors notre acide oxalique, elle est proposée, vous pouvez la trouver sous deux types de produits. Soit vous procurez l'acide oxalique dans une boutique apicole, certaines boutiques en proposent, et vous allez pouvoir avoir l'acide oxalique en poudre dans des petites boîtes. Là c'est vendu en principe sous forme de boîte de 500 grammes pour à peu près 20 € le kilo. Sinon, si vous respectez la réglementation en vigueur, vous devez utiliser le traitement qui est proposé, qui a eu sur les mêmes il y a 3-4 ans, et qui est, même 3 ans à peu près, et qui est la pibioxal. Donc ce sont des petits sachets qui contiennent cette fameuse poudre, qui sont vendus sur ordonnance, alors que là vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Par contre le prix est beaucoup plus important. Alors la différence entre ces deux, c'est le prix, mais c'est aussi l'utilisation. La pibioxal, c'est pas que de l'acide oxalique en poudre, il y a aussi d'autres composants, et en fonction de l'utilisation que vous allez faire pour traiter vos abeilles, la méthode de traitement, vous ne pourrez pas utiliser la pibioxal, parce qu'on va le voir, notamment si vous faites la sublimation, ça va caraméliser. Donc c'est ce que nous allons voir. Voilà. Alors, c'est un acide, l'acide oxalique, comme son nom l'indique, c'est un acide qui est vendu sous forme de poudre, qui est toxique. Donc là, c'est vraiment, quand on utilise l'acide oxalique, pour les autres, on se protège, gants, masques et autres, mais surtout pour l'acide oxalique, quand vous utilisez l'acide oxalique, et notamment on va le voir lors de la sublimation, là vous mettez évidemment des précautions, et notamment des masques anti-vapeur et des lunettes également de protection. Comme pour les autres traitements, pour la pivare ou la piston, l'action de l'acide oxalique a un effet acaricide, c'est-à-dire que ça tue vraiment massivement les varrois, mais on ne sait pas par quel mécanisme on arrive à tuer ces varrois. Toujours est-il que les varrois sont tués, mais même si ça peut être impressionnant quand vous faites de la sublimation, vous n'avez pas de mortalité d'abeille. En tout cas, moi, depuis moi qui traite l'acide oxalique par sublimation, je n'ai constaté jusqu'à présent aucune mortalité, ni d'abeilles, ni de reine. Alors, comment utiliser cet acide oxalique? Tout d'abord, on essaie de l'utiliser hors période de couvain. En Provence, c'est pas évident, surtout en plus ces derniers hivers où on a eu des hivers relativement doux, avec toujours de présence de couvain. Donc, on peut, soit vous encagez vos reines, et dès qu'il n'y a plus de ponte, vous n'avez plus de couvain, vous fermez. Dans ces cas-là, vous traitez à l'acide oxalique. Si vous ne pouvez pas encager vos reines pour X méthode, vous pouvez toujours traiter par sublimation. Un traitement ne sera jamais efficace comme s'il n'y avait plus de couvain. Vous pouvez faire également, il y a d'autres méthodes qui consistent à faire plusieurs traitements espacés, mais ça, bon, vous verrez ça, on pourra en discuter de vive voix. Ce traitement, on le fait en principe durant l'hiver, après le traitement à la pivare ou à la piston. Grosso modo, c'est en décembre ou janvier qu'on fait ce traitement à l'acide oxalique. Donc il vient en complément du premier traitement. Deux méthodes. Soit vous traitez par dégouttement. Dans ces cas-là, vous mélangez votre acide oxalique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des proportions, mais vous mélangez votre acide oxalique à un sirop légèrement tiède. Et vous diffusez avec une seringue, vous mettez grosso modo, je crois que c'est 5 ml de cette préparation, vous ouvrez vos ruches et vous, avec une seringue, vous faites tomber votre acide oxalique sur les cadres, sur les rangées de cadres, l'intercadre, là vous avez vos abeilles. On fait ça ça nécessite d'ouvrir vos ruches, hein, donc pour accéder à la colonie. Donc on fait ça quand on a des températures qui sont relativement clémentes, et surtout pas quand il fait froid, parce que sinon ça va être pire que le traitement. Donc ça c'est le dégouttement. Autre traitement, et qui est de loin le plus efficace au dégouttement, c'est la sublimation. L'inconvénient du traitement par sublimation, c'est que ça nécessite un appareil, ce sont des appareils qui sont relativement chers. Alors que là, vous avez besoin que d'une boîte pour garder votre sirop au chaud, et une seringue, ça suffit amplement. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour traiter au niveau de la sublimation. En fait, j'ai utilisé ce genre d'appareil. Là, c'est le Sublimox.
c'est parmi les plus chers, il faut compter à peu près 300-350 euros pour un tel appareil. Il nécessite une prise du courant, hein. Donc soit vous utilisez une batterie portative, soit vous pouvez vous brancher directement au secteur, ou alors vous achetez un convertisseur pour une batterie, ou alors vous prenez un groupe électrogène. Donc le principe de la sublimation, c'est que vous allez déposer un petit peu de poudre dans votre chaudière et la chaleur va transformer votre poudre en gaz, ce qui s'appelle la sublimation, et c'est un effet flash. Et donc vous introduisez la chaudière par ce petit tuyau dans votre colonie, et donc tout ce gaz se répand et ça va faire tomber massivement votre varroa. Donc ça c'est le Sublimox. Vous avez d'autres appareils, notamment certains qui utilisent du gaz pour faire chauffer votre chaudière. Voilà, nous en avons terminé avec notre cours. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour nos prochains cours. Bonne journée.